Et ça, c'est ce qui est difficile pour tant de personnes. De comprendre que ce travail, c'est pas de donner un ordre au corps comme on fait dans une posture de yoga, allez, je vais faire cette posture, ou comme je donne l'ordre à mon bras d'attraper un verre d'eau. C'est pas ça. C'est créer les conditions pour que le corps puisse faire. Parce qu'il sait faire tout seul. Mais pour ça, il faut le niveau de conscience et il faut se libérer du fardeau cartésien. Parce qu'il n'y a que lui qui sait. C'est pour ça que je dis mon corps, il est plus intelligent que moi. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il aurait eu besoin de faire quand telle ou telle chose l'a submergé. Quand il a traversé telle ou telle expérience qui était trop pour lui. Toi, tu sais pas. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode pour lequel j'ai été inspirée par Brittany Piper qui a sorti un épisode de podcast sur le trauma dans le corps où elle proposait des pratiques. Ici, je proposerai pas de pratiques parce que honnêtement, moi j'écoute les épisodes de podcast pendant que je cuisine, quand je suis en voiture, donc c'est pas un espace de pratique. Les pratiques, elles se font dans les programmes que je propose. Ce sont des espaces avec des intentions bien différentes, mais j'aimerais t'emmener dans cet épisode dans une sorte de body scan, de body mapping, de cartographie du corps. Et peut-être que ton corps, c'est pas l'endroit le plus fun pour toi. Peut-être qu'il y a des sensations que tu détestes, qu'il y a des tensions, des douleurs. Peut-être que t'aimes pas à quoi ressemble ton corps aussi. Donc mon intention avec cet épisode, c'est que tu repartes convaincu que le corps a une sagesse et une intelligence qui dépasse ta propre intelligence, qui dépasse l'intelligence intellectuelle, celle que notre culture appelle intelligence. Il n'y a pas vraiment de mots pour l'intelligence dans le corps quand on y pense, pour l'intelligence du corps. C'est un mélange de design divin, d'instinct naturel, de mécanique tellement subtile qu'elle dépasse l'entendement, de rythmes qui sont exactement les bons tout le temps. Pour moi, vraiment, je pense à l'horlogerie suisse qui est peut-être la plus fine mécanique et pour moi, elle n'arrive même pas à la cheville de ce que fait le corps humain. De comment il fonctionne. Donc je suis transparente dès le départ dans cet épisode. Mon objectif, c'est que tu sois convaincu que ton corps ne t'a pas trahi, ne te trahit pas en ce moment même si c'est peut-être inconfortable, et qu'il a de très bonnes raisons de fonctionner comme il fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu peux être convaincu de ça, jusque dans tes cellules, une fois que tu l'incarnes, cette sagesse, que tu es convaincu de cette sagesse profonde du corps, il y a quelque chose qui va se relâcher en toi. Il y a un peu de résistance qui va fondre. Et c'est même dans cette micro-relaxation, à l'endroit, on s'insère dans la brèche, c'est à l'endroit de cette micro-relaxation que la guérison va avoir lieu. C'est à chaque fois que tu te souviendras, ok, c'est inconfortable, mais mon corps sait. Que tu vas remplacer la critique, l'agacement, la tension qui vient avec ça, nécessairement, par de la compréhension. Peut-être même de la compassion. Peut-être que ce sera un peu accessible. La compréhension, la compassion. Et à ce moment-là, le corps, il va pouvoir faire ce qu'il sait faire. Guérir. Parce que c'est toujours son mouvement. Le corps, il a toujours ce mouvement qui va vers la guérison. Aujourd'hui, on nous a complètement déconnectés de ça, mais c'est exactement comme quand on accouche. C'est inconfortable, c'est douloureux. Et le corps sait faire. C'est les deux réalités en même temps. Je n'ouvre pas ici le sujet de la surmédicalisation des accouchements qui n'a pas lieu d'être et qui est traumatique en tout point, qui n'a souvent pas lieu d'être. Je parle de la surmédicalisation, pas de la médicalisation. Voilà, mais c'était pour illustrer, si tu m'écoutes et que tu es mère, c'est ça, la sagesse du corps. Donc aujourd'hui, sans surprise, je vais te parler de ce qui se passe dans le corps, dans le système nerveux, aussi quand il y a trauma. On va voir comment se déroule cette sagesse du corps. On parle souvent du trauma en pensant à un événement précis dont on se souvient. Mais dans ce qu'on appelle la psychologie somatique, on élargit ce cadre-là parce qu'on sait que le traumatisme, c'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que ton corps a dû faire pour survivre à ce qui s'est passé. Et les traces que ça a laissé dans ton système. C'est la contraction, la tension qui s'est produite
sans conscience, sans même ton autorisation, hein, ça se fait tout seul. La respiration qui s'est bloquée dans ton diaphragme parce que ressentir ça aurait été trop intense dans ce moment-là. Le mouvement qui a jamais pu se terminer, qui a jamais pu s'accomplir. Les larmes que tu as apprises à ravaler. Tout ça, c'est les traces du trauma dans le corps. Le corps, il réagit pas par hasard. Il réagit avec intelligence. Et quand l'expérience, elle est trop vite, trop tôt, trop peu aussi, trop peu de soutien, trop peu de ressources, trop peu de disponibilité émotionnelle, le système nerveux, il garde cette énergie de survie à l'intérieur. Et il attend jusqu'à ce qu'il sente qu'il est suffisamment en sécurité pour pouvoir la libérer. Donc déjà, rien que ça, quelle sagesse immense. La survie d'abord, et puis quand je serai sortie d'affaires, je vais m'occuper de compléter les réponses de survie. C'est immense ça déjà, comme sagesse, comme intelligence du corps. Alors quand je dis que le traumatisme, il vit dans le corps, je veux dire ça littéralement, ok ? Il vit dans la contraction des muscles, dans le tonus des tissus, dans le rythme de la respiration, dans la circulation de la lymphe, du sang, okay, de la circulation de tout ce qui se passe, la motilité des viscères, okay, s'il y a un bon flow ou pas dans le corps, dans l'état de tes fascias, de tes articulations, et à tant d'autres endroits dans le corps. Donc c'est très concret hein, quand on dit que le trauma vit dans le corps. C'est pas un concept là abstrait et une idée. Et c'est important de comprendre ça parce que ce qu'on ressent comme psychologique, en vérité, c'est aussi biologique. C'est pas seulement une question de pensée ou de cognition. Le corps, il n'est pas secondaire dans la guérison. C'est pas je vais faire ça puis de façon complémentaire ou c'est complémentaire. Non, c'est pas complémentaire, c'est central. C'est la première chose. Parce que ton corps, lui, il était là pendant que ça s'est passé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire quelques mots de ce domaine-là qu'on appelle la psychologie somatique, parce que je veux vraiment que tu comprennes comment est-ce qu'on est arrivé, je vais retracer un petit peu l'histoire, comment est-ce qu'on est arrivé à cette séparation du corps et de l'esprit, et pourquoi c'est tellement engrainé en nous, hein. On l'a tellement absorbé cette séparation, il y a des endroits même complètement inconscients, et puis voilà, rendre honneur, rendre hommage aux personnes qui nous ramènent vers l'union corps-esprit là depuis quelques années. Donc quelques mots sur ce domaine de la psychologie somatique, parce que c'est un domaine qui a énormément évolué dans les dernières décennies, et en même temps qui repose sur des connaissances qui sont millénaires. Donc ce que je veux aussi montrer, c'est que c'est pas nouveau, hein, c'est pas le dernier truc en vogue. On en parlait déjà il y a des milliers d'années. Donc la psychologie somatique, on peut entendre ce terme aussi de psychothérapie corporelle, ok ? Ça repose sur une conception qui est anti-cartésienne, ok ? C'est-à-dire le contraire de ce que nous a dit Descartes, on va revenir dessus, selon laquelle il y a une unité entre le corps et l'esprit. Okay ? C'est un en fait, on peut comme pas séparer les deux. La psyché et le soma, quand on parle de travail somatique, un soma ça veut dire le corps, sont considérés comme ayant une importance égale. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus, parce que ça, c'est une fausse croyance qu'ont de nombreuses personnes. Elles pensent que le travail somatique, en gros, c'est du yoga, qu'on va juste être dans le corps. Pas du tout, pas du tout. Dans le travail somatique, on utilise notre esprit pour être davantage dans notre corps. Si je suis en train de faire une pratique somatique, je porte mon attention sur mes sensations, oui, mais aussi sur les images qui me viennent, sur mes pensées. J'observe le rythme de mes pensées, la nature de mes pensées. Peut-être qu'il y a des souvenirs qui remontent. Donc on n'essaie pas de supprimer les pensées, on n'essaie pas de réprimer ça ou d'échapper à ça. Ça fait partie de notre expérience humaine, ce qui se passe dans notre esprit. Et en ça, c'est très différent du yoga. Par exemple, le yoga, c'est une préparation du corps pour calmer l'esprit. Le yoga, c'est uniquement une préparation à la méditation, hein, à la base. Et dans le travail somatique, il n'y a pas un objectif précis comme ça. On n'est pas en train de se préparer à la méditation. Okay ? L'objectif, si on peut l'appeler comme ça, c'est de ressentir, pour pouvoir être de plus en plus avec l'entièreté de notre expérience, sans aller dans la dérégulation. Et donner assez de sécurité à notre système nerveux pour libérer l'énergie de survie qui est bloquée à l'intérieur de nous. Pour compléter ces fameuses réponses de survie, ces mouvements qui n'ont pas pu se faire, ce qu'on appelle les mouvements contrariés, dont je parlais tout à l'heure. L'un des contributeurs les plus connus à ce domaine, à la psychothérapie corporelle, voilà, à ce domaine qui prend en compte le corps, hein, cette unité corps-esprit, c'est Wilhelm Reich, qui a développé le concept d'armure. Le mot armure, ça a une connotation de quelque chose qui résiste, hein, on ne peut pas pénétrer une armure. Okay. Wilhelm Reich, c'est pas facile à dire ce nom. Il a développé ce concept parce qu'il estimait que certains patients, c'est ce qu'il a observé, hein, que certains patients en psychanalyse,
c'est à peu près l'époque de Freud, Wilhelm Reich, certains patients en psychanalyse n'étaient pas affectés, ça n'avait pas d'impact sur eux, ça n'avait pas d'effet sur eux, toutes ces interprétations qui sont faites pendant les séances de psychanalyse. Des interprétations qui, normalement, auraient dû avoir un effet, auraient dû les affecter. Et aussi, ils voyaient qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas affectées par des événements, même dans leur vie, qui auraient dû les affecter. C'était comme si les choses rebondissaient sur eux, ou en français on dirait ça glisse sur moi comme sur un ballon de baudruche. Ça les atteignait pas, comme des personnes qui étaient atteintes par rien, en fait. Et donc c'est là qu'il a développé le concept d'armure. Et ces armures, c'est des tensions dans le corps. Et lui, il décrit d'ailleurs 7 ceintures comme ça de tensions dans le corps. Et c'est intéressant parce qu'en étudiant un petit peu le travail de Reich, je me suis dit, c'était exactement mon expérience quand je suis allée voir un psychiatre pendant 2 ans. C'était quand j'avais 20, 21 ans, quelque chose comme ça. Dans ma vie, j'ai été voir pendant 2 ans un psychiatre. Et c'est exactement ça. Il n'y a rien qui rentrait. J'avais tout compris, mais il n'y a rien qui s'intégrait. Et donc concrètement dans ma vie, rien ne changeait, parce qu'on n'agissait pas au bon endroit. Ça, je l'ai compris que bien plus tard, quand j'ai compris que j'avais un système nerveux. Et Reich, lui, il estimait que, et il disait déjà ça au 19e siècle, il disait déjà que la restauration d'une respiration pleine et entière et d'une circulation fluide dans le corps, une circulation énergétique, donc une bonne circulation de l'énergie dans le corps, c'est un élément essentiel du bien-être psychologique. Et ça a été un des premiers à utiliser le travail dans le corps pour assouplir ces schémas de tension dans le corps. Et je veux vraiment redire ça, Wilhelm Reich, il est né en 1897. Donc tout ça n'est pas nouveau. Okay, et c'est vraiment intéressant parce que c'est ce dont on parle maintenant dans le travail somatique. Quand une personne vit un traumatisme, elle va dans ce qu'on appelle la réponse traumatique. Autrement dit, elle fait l'expérience du figement. Et ça, le figement, c'est un état qui est caractérisé par des tensions dans le corps et par un ralentissement au niveau physiologique qui est mené par l'état dorsal du système nerveux autonome. Okay. Dans le figement, tout est au ralenti. Et sortir du figement, c'est la démarche du travail somatique. C'est ce qu'on fait dans le programme Arise. Okay. On apprend à augmenter la capacité de notre système nerveux pour pouvoir petit à petit être de plus en plus avec les sensations qu'on ressent quand on sort du figement. Et quand on sort du figement, ce qui se passe, c'est exactement ce que prescrivait Wilhelm Reich, la restauration d'une respiration pleine et entière et la circulation fluide dans le corps. Parce que quand on est en figement, encore une fois, tout est au ralenti, le sang, la lymphe, tout circule beaucoup moins bien. Et donc lui, il avait déjà compris ça, mais sans mettre ce mot de figement dessus. Et pour moi, c'est fascinant de voir comme chaque personne qui a apporté sa pierre à l'édifice dans notre domaine de travail, elle a en fait souvent observé une pièce du puzzle où elle a observé la même pièce du puzzle que quelqu'un d'autre, mais sous un angle différent. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a enfin assez d'éléments pour faire du lien. Le puzzle se construit, le puzzle devient entier. C'est fascinant aujourd'hui, on vit une époque mais vraiment incroyable. J'espère que vous le sentez dans ma voix quand j'en parle. Et je crois profondément que c'est pour ça qu'on voit une grande accélération dans la conscience globale, qu'il y a toutes ces personnes qui entament leur chemin de guérison parce qu'elles sentent que ça y est, c'est enfin assez solide, que ça a du sens. Et peut-être parce qu'elles trouvent aussi, ces personnes, des espaces comme le podcast, c'est ce que j'essaye de faire dans le podcast, des espaces où on fait du lien. Okay, des espaces où on explique que c'est pas juste du vouvou, c'est pas du vaudou, que ce travail somatique, il est le résultat à la fois de l'intuition humaine, puis de l'observation des humains, et maintenant de la science par les humains. Bon, je vous ai un peu emmené dans mon fil de pensée et dans ma démarche d'étude personnelle ici, mais c'est tellement fascinant que je peux pas m'en empêcher. J'espère que ça a du sens pour vous. Et dernier élément, même bien avant le 19e siècle, le puzzle a commencé il y a des millénaires. Et ça, c'est tellement important, je trouve, parce que quand je disais que ça a commencé avec l'intuition humaine, on est sur l'Ayurveda, on est sur la médecine chinoise qui était basée sur l'intuition et l'observation. En médecine chinoise, les émotions, elles sont associées aux organes. Il parlait déjà du chagrin dans les poumons, d'associer la peur au rein, la colère au foie, l'inquiétude à la rate. Okay, on parlait déjà de tout ça. En Ayurveda, on considérait le ventre comme le siège des émotions du système nerveux. Donc il y avait déjà tout ça et aujourd'hui ça se vérifie. Donc c'est quand même très intéressant. Bien avant la théorie polyvagale, bien avant la somatic experiencing, les humains, ils utilisaient déjà leur corps pour traverser, pour libérer le stress, libérer le trauma. Ils le faisaient en tremblant, en se laissant trembler,
peut-être en pleurant ensemble. Il y avait ces rituels, on utilisait la respiration, le rythme, les rituels pour nettoyer le chagrin, pour traverser les deuils. On se régulait par le son, le toucher, le mouvement, par la beauté aussi qu'offrait la nature. En Inde, par exemple, on peut voir toutes ces belles choses qu'ils font avec des fleurs, des poudres, etc. Les cultures autochtones, elles avaient compris que les émotions, que l'énergie à l'intérieur de nous, et de façon très concrète, c'est des hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol, toutes ces hormones du stress, que ça doit circuler, que ça doit pouvoir sortir du corps, en fait. Comme les gaz d'échappement d'une voiture, comme quand nous, on a un gaz, ça doit sortir. Il faut que ça sorte. Les approches traditionnelles et les approches de guérison corporelle, elles sont pas nouvelles, elles sont ancestrales. Il y a un livre fantastique de Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou sur la santé indigène à lire si le sujet vous intéresse. Ça s'appelle « Les clés de la santé indigène ». Donc voilà, il y a toutes ces pratiques ancestrales, et puis la philosophie occidentale est arrivée, et elle a coupé le lien entre le corps et l'esprit. Nous, on a eu Descartes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la psychologie somatique, c'est une conception, un concept anti-cartésien, une vision anti-cartésienne des choses, parce que lui, Descartes, il nous disait il y a une séparation très claire entre le corps et l'esprit, il faut considérer l'un et l'autre séparément, pour ce qu'ils sont. Et pourquoi tout le monde l'a écouté, Descartes? Je sais pas vraiment pourquoi tout le monde l'a écouté. Personne ne sait, mais ça s'est passé. Je pense que tout le monde l'a écouté parce que c'était très en phase avec la chrétienté aussi, où le corps est péché, le corps est pas bien, donc séparons le corps et l'esprit, on sera plus tranquille. Et pourquoi je te parle de Descartes? Pourquoi t'as peut-être l'impression que je te fais un mini cours d'histoire ici? Parce que je veux que tu comprennes, quand tu arrives dans ton propre travail somatique, que tu arrives sur ce chemin. Je veux que tu comprennes que si t'as grandi dans un pays occidental, tu arrives dans ce travail avec un fardeau culturel qui est énorme. Tu arrives avec un fardeau d'au moins 500 ans. Et tu dois amener de la conscience là-dessus parce que pour pouvoir faire ce travail, il y a des choses à désapprendre. Et la première chose à désapprendre, c'est que l'esprit dirige tout. Et que le corps suit. Que le corps, il est bon pour m'emmener d'un point A à un point B. Et pas tellement plus. Et peut-être que là, quand je dis ça, tu te dis non, mais moi je sais que le corps, il est important, je sais, peut-être que je fais du yoga, etc. etc. Ok. Et maintenant, je te mets au défi de regarder tes journées. Regarde tes journées. Et je parle pour moi ici aussi. Ça m'arrive encore d'avoir des journées où j'arrive à la fin de la journée et je me dis « j'ai pas donné d'espace à mon corps ». Le pauvre, il a dû suivre la folie de ma to-do list qui a rythmé le tempo de ma journée, mais je lui ai pas donné d'espace. Et il y a des journées où je me laisse à nouveau écraser par le fardeau cartésien. Où mon pauvre corps, il doit juste suivre mon esprit. La différence maintenant pour moi, c'est qu'il y a toujours ce moment de conscience. Même si c'est à la fin de la journée, juste avant d'aller au lit, il y a ce moment de conscience. Et je demande pardon à mon corps. Waouh, désolé, c'était dur aujourd'hui. J'ai rien fait pour toi, je me suis laissée emporter. Vraiment, je te demande pardon. Et si j'ai une journée comme ça, souvent ce que je fais le soir dans mon lit, c'est que je mets mes jambes en l'air contre le mur. Je respire profondément et je sais que ça, mon corps, il adore. Pour moi, c'est un espèce de reset express, de récupération express. Ou alors, je me mets 5 minutes sur mon tapis de yoga, et je lui laisse faire les mouvements qu'il veut. Je dis ok, genre là c'est ton moment. Et parfois, véritablement, c'est à 23h le soir. Vraiment, c'est juste avant d'aller au lit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mon corps, il sait maintenant que je vais toujours lui donner ça. Parce que je sais qu'il est plus intelligent que moi. Et heureusement, et j'ai la gratitude pour ça, depuis quelques années, on a des pionniers comme Alexander Lowen, Peter Levine, Stephen Porges, avec la théorie polyvagale, Gabor Maté, qui nous ont ramené, Bessel van der Kolk aussi, qui nous ont ramené à ce qu'on savait déjà. On ne peut pas penser pour sortir d'une réponse de survie, pour compléter une réponse de survie. On ne peut pas raisonner pour échapper à sa biologie. On ne peut pas parler pour sortir d'un état du système nerveux autonome. Le corps, il doit être inclus, parce que le corps se souvient. Okay, c'est le titre du livre très célèbre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien. Et aujourd'hui, il y a des études de plus en plus nombreuses, et ça c'est hyper excitant et fascinant aussi, qui mesurent des paramètres physiologiques pour étudier par exemple les émotions, qui cartographient les bases cérébrales des émotions avec de l'imagerie cérébrale hyper poussée, vraiment de pointe. Donc on n'est plus seulement dans ce que rapportent les personnes, on n'est plus juste dans de l'empirique. Ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin pour moi, et beaucoup plus loin que la génération Jacques Martel, Lise Bourbeau, même sur la signification des maladies, des émotions, sur ce que les postures de notre corps peuvent dire de nous. Ça, c'est
hyper intéressant. Et là, c'est comme si ça a commencé à venir être validé aussi et corroboré scientifiquement. Il y a une étude japonaise d'ailleurs qui va être publiée début d'année 2026, vraiment intéressante parce que c'est une étude qui se base sur plus de 24 autres études, donc ils ont étudié 24 autres études et qui développent un framework, une structure, et ils nous disent dans l'étude, je cite l'étude, qui vise à la fois à consolider les données actuelles et à suggérer des pistes fructueuses pour étudier comment les émotions sont construites, vécues et exprimées à travers le corps. C'est hyper intéressant cette étude, ils ont créé ce schéma qui montre à quels endroits du corps s'expriment certaines émotions et quelles émotions sont expérimentées plutôt dans certaines parties du corps ou plutôt dans le corps entier. C'est hyper intéressant. J'ai le schéma là sous les yeux. Voilà, ils disent par exemple la peur, c'est plutôt le corps entier, la tristesse aussi. Ils ont mis la dépression dans les émotions, le fait d'être touché par quelque chose, d'être ému par quelque chose. Et puis après, par exemple, plutôt dans la tête, on a la surprise, la moralité, la joie, c'est plutôt dans la tête pour les personnes. Les émotions comme l'empathie, la morale, l'amour, ça va être plutôt ici dans le tronc. Enfin voilà, puis après dans les jambes. Dans les jambes, il y a aussi la tristesse. Enfin, c'est assez intéressant ce framework et c'est intéressant pour moi parce que c'est comme si ça y est, c'est validé dans la science que le corps est une mémoire vivante, que le corps est le siège, véritablement, on le dit souvent, le corps est le siège des émotions, des sensations. Donc, le corps comme mémoire vivante, ok ? Qu'est-ce qui se passe quand nos réponses de survie, elles sont interrompues. Et c'est quoi nos deux principales réponses de survie en tant qu'être humain ? C'est la fuite ou le combat. Okay ? Quand ça, c'est interrompu, le système nerveux, il stocke cette énergie de survie, sous forme aussi complètement physiologique d'hormones du stress, adrénaline, cortisone, sous forme de tension aussi, peut-être des tensions qui viennent des douleurs après, mais c'est stocké, ok ? Je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à ce que le système nerveux, il sente qu'il est assez en sécurité pour libérer ça. Et ça, c'est vraiment important de comprendre, encore une fois, c'est pas mon corps qui me trahit, c'est pas un échec, c'est de la fidélité, c'est de la loyauté, ok ? C'est ton corps dans sa sagesse ancienne, instinctive, millénaire, qui garde cette charge jusqu'à ce qu'il soit assez en sécurité pour la relâcher. Et dans le travail somatique, qu'est-ce qu'on fait ? On offre au corps les conditions qu'il n'a jamais eues. La lenteur, le fait de se contenir, la contenance, la présence attentive accordée aux besoins du moment. Et ça, c'est ce qui est difficile pour tant de personnes. De comprendre que ce travail, c'est pas de donner un ordre au corps comme on fait dans une posture de yoga, allez, je vais faire cette posture, ou comme je donne l'ordre à mon bras d'attraper un verre d'eau. C'est pas ça. C'est créer les conditions pour que le corps puisse faire. Parce qu'il sait faire tout seul. Mais pour ça, il faut le niveau de conscience et il faut se libérer du fardeau cartésien. Parce qu'il n'y a que lui qui sait. C'est pour ça que je dis mon corps, il est plus intelligent que moi. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il aurait eu besoin de faire quand telle ou telle chose l'a submergé. Quand il a traversé telle ou telle expérience qui était trop pour lui. Toi, tu sais pas. Justement parce que ça s'est pas produit, ça n'a pas pu se produire cette réponse de survie. Et c'est pour ça que pour moi, le travail somatique demande plusieurs choses. Le travail somatique demande de se libérer du fardeau culturel cartésien, de désapprendre plein de choses de notre éducation, qui est elle-même influencée par la culture, notre éducation, d'avoir de l'humilité, parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir de la curiosité aussi, et qui est un élément vraiment fondamental dans ce travail-là. Et ça nous demande aussi de connaître les concepts. Comment fonctionne ton système nerveux autonome pour aller sereinement à la rencontre de ton corps en sachant ce qui se passe, en comprenant ce qui se passe. Il faut vraiment que tu aies en tête l'image du jardin. Tu es un jardinier qui met en place toutes les conditions pour que la plante pousse, qui va au contact du terrain pour voir comment est la terre. Okay, est-ce que c'est humide, pas humide, qui regarde la météo et tout ça pour pouvoir ajuster ses actions. Mais c'est pas le jardinier qui fabrique la tige, qui la plante dans le sol, et puis après qui fabrique la feuille, qui la colle sur la tige, etc. C'est ridicule de penser ça. Mais souvent, c'est comme ça qu'on veut entrer dans le travail somatique, comme un fabricant, mais pas comme un jardinier. Souvent, c'est ce que je vois les personnes essayer de faire quand elles s'engagent sur ce chemin de guérison. Sois un jardinier. J'arrive maintenant à la cartographie, à notre fameux body mapping. Où vit le traumatisme dans le corps ? Je commence par le bas du corps. Les hanches, les jambes, les articulations. Ça, ces endroits du corps, ils représentent vraiment l'architecture du mouvement, okay, du mouvement, de l'action. Elles sont faites pour courir, pour fuir, pour repousser, pour avancer, pour se tenir debout. Et quand on n'a pas pu faire ça, quand on n'a pas pu fuir, physiquement, émotionnellement, en relation, ce mouvement, il reste bloqué à l'intérieur.
Okay, et ça peut se manifester par des jambes lourdes, par des hanches qui sont raides, des genoux peut-être qui sont faibles, des pieds qui sont agités, les jambes sans repos aussi. Et tout ça, encore une fois, c'est pas des faiblesses, c'est des instincts qui ont été interrompus. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à cet endroit-là ? Ce qui est intéressant en somatic experiencing, donc dans le travail somatique, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le toucher. Okay, et le toucher, il n'est pas utilisé pour manipuler, pour masser, c'est pas ça, il est vraiment utilisé pour soutenir, pour aider le corps à sentir ses limites, à contenir ce qui a besoin d'être contenu. Par exemple, si je me sens submergée, que si je me sens dépassée, déjà peut-être juste poser une main sur le front. Ou poser une main, moi j'aime bien des deux côtés de la tête aussi, ça me fait me sentir vachement contenu ça. Ça aide le corps déjà à sentir ses limites, à sentir ce besoin d'être contenu. Et donc en travaillant là avec le bas du corps, par exemple, on peut amener un toucher doux, venir comme ça, toucher les cuisses, les jambes, les mollets, comme pour réactiver un petit peu ces zones. Si on les sent figées, si on les sent très agitées, ça peut être intéressant. On peut aussi juste demander à son corps, demande à tes jambes, demande au bas du corps, de quoi tu as besoin là maintenant ? Est-ce que tu as besoin de mouvement ou est-ce que tu as besoin plutôt d'immobilité et de calme ? Et tu laisses venir, tu laisses le corps répondre. Et peut-être que tu sentiras des sensations. Ça peut être un changement de température, un picotement ou une envie de bouger qui peut être subtile. Alors à ce moment-là, tu sais qu'il y a de la vie qui revient, qu'il y a de l'énergie qui commence à recirculer à nouveau, si tu sens ces sensations. Je continue ma cartographie. Je vais dans le diaphragme et la poitrine. À chaque fois que je parle du diaphragme, je me souviens de cet ostéopathe chez qui j'étais allée il y a des années et de sa surprise quand il avait manipulé le diaphragme, il avait senti que mon diaphragme bougeait. Et il m'a dit « Oh, un diaphragme qui bouge, c'est tellement rare !» Et moi, j'étais là, c'est pas bien. À cette époque-là, j'avais aucune idée de tout ce travail, c'est pas bien. Si, mais c'est bloqué chez presque tout le monde. Et c'est intéressant et alarmant aussi quand on y pense, parce que le diaphragme, c'est vraiment le pont entre la respiration et le ressenti. C'est le pont presque entre notre intérieur et notre extérieur. Et quand on repense à notre histoire de vie, si pleurer n'était pas permis, ou s'il fallait toujours être fort. Le diaphragme, il a appris à se contracter, à rationner l'air. Et combien d'entre nous ont eu cette expérience ? Si t'es l'aîné dans ta famille, tu l'as eu, c'est sûr. Parce que tu devais montrer l'exemple, être courageux, même si tu ne te sentais pas de faire certaines choses. Peut-être protéger ta petite sœur ou ton petit frère du chaos de la maison, ou aider les parents de façon prématurée. Et si tu es le plus jeune dans la famille, si tu es le cadet ou la cadette, peut-être que tu voyais tout ça. C'est cette force silencieuse qui t'a été demandée. Tu voyais tout ça, mais personne ne te prenait au sérieux. Peut-être que tu as dû dealer avec ce qui se passait à la maison aussi une fois que l'aîné était parti, par exemple. Et ton diaphragme, il s'est mis en tension aussi. Pourquoi je parle de l'aîné et du cadet ici ? Parce que ça m'est venu avec cette idée de devoir être courageux, de devoir être fort. Nicole Lepera, elle a des posts magnifiques sur Instagram sur ça, sur la sœur aînée parentifiée. Et sur la cadette aussi. C'est très beau puis très juste, je trouve, dans l'expérience. J'ai envoyé à ma sœur un post sur la cadette, la sœur cadette, et je lui ai dit « J'ai la sensation que c'est exactement ton expérience, attention, tu vas peut-être pleurer. » Elle m'a dit « Je veux pas ouvrir ce que tu m'envoies. » Donc, je reviens à mon diaphragme. Qu'est-ce qui se passe quand il se bloque ? Ça se traduit par une respiration courte, la cage thoracique qui est serrée, un sternum qui est contracté, toute la zone des poumons des poumons jusqu'au cou, en fait, qui va en tension. Et puis, à la longue, cette tension chronique dans les trapèzes, dans les épaules, jusque dans la nuque, elle peut mener même à des migraines, par exemple, ou des maux de tête chroniques. Et à nouveau, ici, c'est pas une faiblesse, c'est pas mes trapèzes, tout le temps mes trapèzes. Non, c'est une armure intelligente. Et la beauté de ce travail, c'est que quand la sécurité revient, le souffle revient de lui-même. Parfois à travers un soupir spontané, un grand soupir, ou une vague de détente dans les côtes, ok. Avant de m'endormir, je sens que ma respiration, elle devient naturelle, elle devient régénérante. Et c'est pour ça que dans le programme Arise, on travaille de deux façons avec la respiration. D'un côté, avec des pratiques qui laissent faire la respiration pour vraiment juste pour prendre conscience de nos schémas respiratoires, amener de la conscience sur que fait ma respiration au quotidien, que fait ma respiration quand mon corps va en mode protection, ou au contraire quand je suis détendue. Et puis, la deuxième façon de travailler, c'est qu'est-ce qui se passe quand je me propose consciemment de modifier ma respiration. Donc d'un côté, on laisse faire et de l'autre côté, consciemment, on la modifie. Et ça, c'est une pratique différente, c'est ce qu'on explore en breathwork, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le programme Arise au niveau de la respiration. Je continue ma cartographie du corps, je me balade. Le cou.
Le cou, c'est vraiment le lieu de l'attachement. Je viens de parler du cou de la nuque, là, en lien bien sûr avec le tronc, là, le haut du tronc, là où il y a le diaphragme, bien sûr. Pourquoi le cou, c'est le lieu de l'attachement ? Avant de marcher ou de parler, il y a quelqu'un qui tenait notre tête. Je le vois maintenant avec ma fille. Avant quoi que ce soit d'autre, on lui a tenu la tête. On a tenu tout son corps, bien sûr, et particulièrement la tête, jusqu'à ce qu'elle puisse la tenir elle-même. Et si ce soutien, il n'est pas là, ou s'il était irrégulier ou absent, qu'est-ce qui fait le cou ? Eh bien, il apprend très vite à se tenir tout seul, pour survivre, à rester alerte. Un cou rigide, c'est un cou qui appartient à un enfant qui a été en vigilance constante. Et un cou, au contraire, qui est plutôt mou, mollasson, okay, c'est le cou d'un enfant qui a appris qu'il ne serait pas tenu. Et quand tu t'engages dans ce travail avec le système nerveux, et que tu commences à sentir qu'enfin ton cou se relâche, même un peu, à nouveau, c'est pas de la faiblesse, c'est vraiment le corps qui réapprend la confiance au niveau le plus profond. C'est un schéma nouveau qui se crée, c'est la neuroplasticité à l'œuvre. Ah, je peux me tenir et je peux être tenu. Et les deux réalités commencent à être possibles pour notre système. Est-ce que tu sens la beauté de ça ? Je peux me tenir moi-même. Donc autrement dit, si je peux me tenir moi-même, je peux vivre, je peux avancer dans la vie, etc. Et je peux être tenue. Je peux me laisser soutenir, je peux me laisser recevoir de l'aide. Il y a plein de choses là-dedans. Et peut-être que dans ton comportement, tu observeras justement que c'est plus facile pour toi de recevoir de l'aide. C'est plus facile de te redresser sans que ça te demande un effort. De plus être dans l'hypervigilance constante, de profiter du moment présent. Et tout ça, ça va se faire naturellement. Parfois, les participants du programme Arise, ils mettent des semaines à réaliser ces choses-là. Attends, ça a changé, je fais plus ça. Ou attends, ça fait 3 fois là que je vais au restaurant, puis j'ai vraiment pu être présente à la discussion, j'ai pu apprécier la nourriture en même temps, l'environnement était agréable, j'étais pas gênée par le brouhaha ambiant comme je pouvais l'être avant. Ou attends, mais c'est vraiment plus facile pour moi d'entrer en relation. Ou tiens, j'ai comme quand j'arrive dans un groupe, j'ai moins cette tension. Et tout ça, voilà, parfois, souvent dans ce travail, on se retourne, puis c'est des mois après, des mois en arrière, on dit mais attends, ah oui, ça a vraiment changé. Parce que le corps, il fait tout seul quand on donne assez de soutien, assez de sécurité. En lien avec le cou, je continue, puis je vais dans la colonne vertébrale et dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est cet endroit où la nuque devient la colonne, justement, donc on est dans cette zone-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand la menace était trop intense et qu'il n'y avait pas d'échappatoire, le système, il s'immobilise. Okay, il va se dissocier, il va s'anesthésier, on perd peut-être la notion du temps, il se fige. Et à nouveau, c'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie de survie brillante. Et sortir de ces états, c'est pas forcer la présence, c'est pas je me force à être présent, ok, je reviens. C'est pas ça, c'est réintroduire doucement assez de sécurité et de soutien pour que le corps puisse revenir dans la présence. Ça, c'est vraiment important. On va parler du préverbal juste après avec le ventre. Et ce que je vais seulement dire ici, c'est qu'un bébé, ça faut bien s'en souvenir, un bébé n'a pas de réponse de survie primaire accessible, c'est-à-dire la fuite et le combat. Okay, il peut ni fuir ni combattre, le bébé. Donc toute cette énergie qui devrait aller dans les bras et dans les jambes pour fuir et combattre, souvent elle est concentrée dans le tronc. Elle va rester concentrée dans la colonne. Et la colonne, c'est vraiment le lien quand on y pense entre le corps et la tête. Et c'est pour ça que toutes les modalités crânio, l'ostéopathie crânienne, le crânio-sacré, network spinal aussi, qui travaille avec la colonne vertébrale. Tout ça, c'est vraiment des pratiques qui sont super puissantes, super bénéfiques, si le praticien a étudié le système nerveux et les traumatismes. Okay. Donc beaucoup d'activation des bébés qui peut se loger là dans la colonne. Je continue sur le préverbal, puis ça m'amène au ventre et aux organes du système digestif. Le ventre et de façon plus générale nos viscères contiennent notre vie préverbale. Donc c'est toute notre vie avant qu'on puisse parler. Nos toutes premières expériences de sécurité ou de peur. Les enfants qui ont dû surveiller l'humeur de leurs parents, les enfants qui ont grandi trop vite ou qui ont porté des émotions d'adultes sans soutien, ça devient souvent des adultes avec des troubles digestifs. Et même déjà des enfants avec des troubles digestifs. Peut-être des adultes qui ont un ventre dur ou qui ont des viscères silencieuses. Est-ce que tu savais que le ventre, il n'est pas censé être silencieux ? C'est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24. Il y a des gaz, il y a des liquides, ça circule, c'est censé faire du bruit, le ventre. Si tu sens que tu n'entends jamais ton système digestif, il y a de fortes chances pour qu'il y ait du figement à cet endroit-là. Britt Piper, elle dit que le ventre devient à la fois un bouclier et un coffre-fort. Et je trouve cette expression très juste. Un coffre-fort avec toute ton histoire à l'intérieur
et un bouclier parce que le corps, il a intégré que t'es pas en sécurité. Et du coup, il te protège. Dans le programme Arise, on a 2 séances sur tout ce qui est préverbal. Et c'est toujours un thème super puissant. Parce que puisqu'on n'a pas de souvenirs, quand on vient parler de ces sujets-là, donc du préverbal, il n'y a pas de mots, c'est juste notre corps qui parle. Et ça, c'est juste waouh. C'est tellement de aha moments pour les personnes, de réalisation et de confiance qui grandit dans leur corps parce qu'elles ne peuvent pas nier que c'est bien le corps qui réagit à ce qui est dit dans une séance, par exemple. Elles ne peuvent pas nier que oui, là on parle, on est en train de dire quelque chose et mon corps répond. Et si tu m'écoutes ici et que tu te sens souvent submergé, je veux absolument que tu intègres ça. Quand la sécurité revient, la digestion revient. Et pas seulement celle de la nourriture, mais aussi la digestion de nos expériences. C'est pas uniquement ce qu'on met dans l'assiette, c'est aussi ce qu'on vit. C'est la capacité de notre corps en entier à digérer. Et si les viscères, elles sont en figement, cette capacité, elle est très faible. Je termine avec la mâchoire. La mâchoire, c'est celle qui a gardé en mémoire chaque nom qu'on n'a pas pu dire, chaque cri retenu, chaque vérité avalée pour préserver le lien d'attachement. Ça peut se manifester par du bruxisme, par des tensions, par la difficulté à parler, la difficulté à pleurer, la difficulté à émettre des sons. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir ces expériences, vous qui m'écoutez, parce que vous me le partagez souvent par message. Et quand la mâchoire, elle se détend, c'est pas seulement musculaire, c'est le système nerveux qui se souvient que oui, je peux porter ma voix. Oui, ma voix est permise, le son est permis. Et ça, c'est super, super puissant. Moi, depuis que j'ai commencé ce travail, je m'autorise beaucoup plus à émettre des sons quand il y a des émotions qui ont besoin de sortir ou quand j'ai besoin de me réguler. Je vais chantonner à moi-même. Quand je suis avec ma fille aussi, si je murmure ou je chantonne à plein de moments, surtout dans les moments un peu activants où genre elle s'endort pas ou les choses comme ça, c'est plus pour moi. C'est pour moi rester régulée et pouvoir continuer à lui prêter mon système nerveux. Et ça, c'est une parenthèse, mais le plus important, c'est de savoir que oui, tu peux l'ouvrir. Contrairement à l'expression « ferme-la » ou la variante « arrête de l'ouvrir », avec ce travail, tu vas apprendre que tu peux ouvrir la bouche, ouvrir la mâchoire, tu vas te redonner cette autorisation. Et alors, les tensions, le bruxisme, tout ça va se résoudre de lui-même. On n'a pas besoin de 1000 appareils, 1000 gadgets, ni même d'exercices particuliers pour ça. On a besoin de libérer l'énergie de survie qui est dans la musculature à cet endroit-là. On appelle ça une mémoire procédurale. Ça, je l'explique en détail dans le programme Arise. C'est toutes ces mémoires implicites qui sont dans nos muscles. On a besoin de se libérer des injonctions de se taire, de ravaler, de ne pas se défendre, de ne pas dire pour ne pas offenser un tel, de ces injonctions qu'on a internalisées. On a besoin que la mâchoire se sente assez en sécurité pour suivre l'impulsion d'ouverture quand on veut utiliser notre bouche, que ce soit pour manger, pour parler, pour chanter, pour crier. Tant que le mouvement il est constamment contrarié, parce qu'on a intégré que c'était dangereux d'utiliser librement cet endroit de notre corps, aucun exercice ni gadget ne soulagera les tensions dans la mâchoire. Donc, pour conclure, les schémas de ton corps, c'est pas des faiblesses, c'est pas des choses dont on devrait se débarrasser, c'est des preuves de loyauté et des preuves de la sagesse immense, inimaginable du corps. Je dis toujours, qui d'autre que ton système nerveux autonome est au service de ta protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Personne, même pas les parents pour leurs enfants parce que les parents ils doivent dormir aussi. Chaque souffle retenu, chaque mâchoire serrée, chaque hanche figée, chaque moment de tension, d'anesthésie, chaque tension, chaque armure, a été un acte de protection à un moment. Ton corps il t'a jamais trahi, il a choisi la vie. Et pour rester en vie, parfois, peut-être souvent, dans ton histoire personnelle, il fallait se protéger. Il fallait endosser cette armure. La guérison, elle n'est pas spectaculaire, elle est lente. Elle est subtile, elle est silencieuse. C'est l'expiration qui va un peu plus loin qu'hier. C'est le ventre qui gargouille, qui se remet en mouvement. C'est la tête qui se repose sur le dossier de la chaise. C'est ça la guérison. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que ton corps n'a jamais cessé et ne cessera jamais de vouloir guérir. C'est son mouvement naturel. Il attend simplement assez de sécurité. Et si on reprend notre métaphore du jardin, une plante dans la nature, elle n'est jamais statique. Soit elle grandit, soit elle fane. C'est pareil pour le corps. Soit il guérit, soit il se régénère, soit il vieillit. La guérison, c'est un processus, pas un événement. Et le plus grand problème, selon moi, c'est qu'on n'a pas appris à lui donner les conditions pour qu'il se régénère. Je me souviens qu'à l'école, on avait un jardin éducatif. Il y avait cette personne qui venait pour nous montrer les plantes. Et moi, je me demande aujourd'hui, pourquoi est-ce que personne nous a jamais dit « Votre corps, il ressemble à une plante. Vous devez lui donner les bonnes conditions pour grandir. »
parce qu'à ce moment-là, on était en plein développement. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de grandir en bonne santé. Bref, on en revient à notre éternel sujet qu'on devrait apprendre toutes ces notions à l'école. Dans le programme Rise, c'est ce qu'on enseigne aux participants, comment te donner les conditions pour que ton corps puisse entrer en régénération, que ton système nerveux puisse se sentir assez en sécurité pour enfin libérer l'énergie de survie qui détourne ton énergie vitale et qu'empêche le bon fonctionnement de tes fonctions de base, de tes fonctions vitales, qu'empêche la bonne circulation générale dans le corps. C'est ça qu'on enseigne, et ce qu'on enseigne, c'est que une fois qu'on revient dans cette sécurité, une fois que le système nerveux il peut relâcher tout ça, parce que le système nerveux il fonctionne correctement, c'est pas une fois que le système nerveux refonctionne correctement, parce qu'il fonctionne correctement si tu dois rester en mode protection, mais une fois qu'on lui a donné assez de sécurité, tout ça va se refaire, y compris les fonctions vitales et de bonne circulation dans l'organisme. Merci pour ton écoute. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a été utile, cette cartographie du corps. Comme toujours, si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de ce body mapping, de ce rappel sur l'attention à son corps, envoie-lui cet épisode et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.